1 degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour Laurent. Experte en hydrologie, docteur de l'École des mines de Paris et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. Vous venez de nous parler d'une étude qui a été publiée cette semaine dans la revue Nature. Une étude qui porte sur l'impact de l'irrigation sur le système terrestre. D'abord peut-être partir du point de vue... On est dans quelle situation en ce moment en France? Situation de sécheresse ou pas? Oui, on a vraiment le 2/3 des nappes qui sont en dessous du niveau normal, habituel. Voire certains sont dans des états assez graves. On a déjà parlé des Pyrénées-Orientales, mais on démarre uniquement la période de l'été dans une situation et un contexte international et national avec déjà des records de température. On sait très bien que les cycles de l'eau sont très sensibles à cette question derrière de la température terrestre et de ces anomalies. Donc on va nécessairement vers une nouvelle année de sécheresse et il va falloir se poser des questions, notamment sur le plan agricole. Alors l'irrigation vient aggraver encore la situation. Peut-être d'abord rappeler, l'irrigation, ça représente quoi dans notre consommation d'eau, dans notre production d'eau? C'est beaucoup plus que l'eau du robinet en fait. Oui, beaucoup de chiffres sont souvent annoncés ci et là. En réalité, c'est 70% de l'utilisation de l'eau mondiale. Et si on regarde uniquement l'eau douce disponible pour toutes ces surfaces irriguées, eh bien on monte jusqu'à 84 à 90% de l'eau dans le monde qui est utilisée à des fins agricoles pour l'irrigation. C'est surtout pour les champs, en fait, avant d'arriver jusqu'à notre robinet. Exactement. Et à notre verre d'eau. Et c'est ce que l'étude vient nous souligner à nouveau. C'est important qu'on ait des chiffres très clairs sur la question. Et ça a bien un impact, donc, sur le système terrestre. Alors, c'est ce que nous explique cette étude. C'est-à-dire qu'on a vraiment un impact non seulement sur tous les cycles biogéochimiques, sur le cycle de l'eau à très petite échelle, à échelle plus régionale, voire même à échelle internationale. On agit et on atteint sur tous les cycles de l'eau à cause derrière de cette irrigation. Cette étude met en évidence notamment le fait que l'irrigation entraîne l'épuisement des eaux souterraines, l'augmentation de la salinité des sols. Si par exemple l'Égypte était le croissant fertile il y a encore 6000 ans, eh bien, à partir du moment où ils se sont mis à prélever de l'eau dans les nappes phréatiques, ils ont salinisé les sols et ils ont aridifié les territoires. C'est ce qui se passe à peu près partout dans le monde aujourd'hui. Et puis, l'étude nous raconte que le lessivage de tous les éléments nutritifs dans ces systèmes agricoles, eh bien, derrière, conduisent à la perte complètement de ces minéraux qui sont essentiels pour derrière permettre d'avoir une agriculture nutritive. Ce qu'il faut savoir, c'est que les terres qu'on irrigue, finalement, c'est une très petite partie des terres au niveau mondial. Tout à fait. C'est vraiment 2,5% de la superficie mondiale. Et pour autant, c'est le plus grand utilisateur d'eau. La majeure partie de l'eau vient principalement des nappes souterraines et notamment des eaux de surface. Et cette eau est ensuite perdue localement puisque elle repart en évaporation, donc en vapeur d'eau, et elle est utilisée directement par la plante. Alors, pour irriguer, il faut, pardon, je vous coupe, mais il faut maîtriser l'eau, en fait, en quelque sorte. Ça veut dire qu'il faut faire des retenues, ça veut dire qu'il faut faire des bassines, etc. Exactement. La principale raison de l'ensemble de la création des barrages qui sont utilisés le sont parce que justement il y a de l'irrigation derrière. On en a déjà parlé de ce barrage que j'avais pu observer en Colombie qui irriguait l'huile de palme. On sait très bien que l'on crée ces réservoirs, on détourne des cours d'eau et notamment en France, on crée des bassines, ces fameuses retenues de substitution. On en a beaucoup parlé, notamment à Sainte-Soline, ouais. Uniquement à des fins d'irrigation. Donc en réalité, cette irrigation, c'est le cœur du problème de la déstabilisation non seulement du cycle de l'eau, mais de l'ensemble du réseau hydrographique. Nos rivières ne ressemblent absolument plus à ce qu'elles étaient il y a 20, 30, 50 ou 100 ans, tout simplement parce qu'on les détourne partout et pour mieux les utiliser à chaque fois et avoir des rendements toujours plus importants. Et ça a quel impact sur le cycle de l'eau? Ça veut dire que la pluie se fait plus rare? Alors, il y a un impact positif puisque ça permet d'être un puits de carbone un peu plus important. Ça capte du carbone. Oui. L'eau dans nos champs capte du carbone. Alors, pourquoi? Parce que si vous irriguez un champ, vous avez beaucoup d'eau en présence. Et effectivement, si vous voulez réussir à être un puits de carbone et à capter une molécule de CO2, il vous faut 6 molécules dans le sol d'eau pour pouvoir le transformer en glucides, ça, c'est le côté positif, qui derrière alimentera la plante. Ouais. Donc c'est tout de même important de souligner que le cycle du carbone ne fonctionne pas tout seul, il fonctionne aussi dans les terres avec le cycle de l'eau et que les deux sont complètement interreliés. Par contre, ce que met en évidence l'étude, c'est que ça contribue notamment à des flux très élevés de méthane, qui est un autre très puissant gaz à effet de serre, et notamment ça vient mobiliser la charge d'azote qu'il y a dans les eaux souterraines et ça déstabilise encore un peu plus le système. Ça capte du carbone, mais ça rejette de l'azote qui est issu des engrais. Exact. Ça fait plus ou moins de pluie
tout simplement? Alors, en fait, ce que l'on a pu observer, c'est que vraiment, dans certaines zones d'irrigation intensive, eh bien, on perd les pluies, elles disparaissent complètement. Par contre, comme la vapeur d'eau, lorsqu'elle est émise, eh bien, elle ne reste pas très longtemps dans l'atmosphère. En moyenne, le temps de transfert est de 8 à 10 jours. Eh bien, cette eau, elle retombe en général à l'aval et donc ça génère notamment des inondations beaucoup plus loin. C'est là où l'intégralité du cycle de l'eau se retrouve complètement perturbée. Et on aime bien apporter des solutions dans un degré de conscience. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'il faut mettre de côté l'irrigation? C'est impossible. Eh bien, effectivement, ça contribue à 40% de la nourriture mondiale. Ouais. Donc, en tous les cas, il va falloir réfléchir autrement. Il y a des solutions comme le goutte à goutte. Il y a des réflexions à avoir sur certaines filières. Est-ce qu'elles sont nécessaires aujourd'hui ou pas? Une grande partie de l'irrigation en France et en Europe, eh bien, l'est principalement à des fins d'alimentation du bétail. 70% des terres en Europe, derrière, sont utilisées pour créer ces céréales pour alimenter le bétail. Si on baisse notre part carnée, nécessairement, eh bien, on va jouer sur cette utilisation des terres qui pourront nous servir plutôt à manger directement plutôt que derrière à alimenter du bétail. Baisser notre part carnée, ça veut dire manger moins de viande, tout simplement. Merci beaucoup. Emma Aziza pour un degré de conscience toutes les semaines sur France Info. Merci beaucoup. Merci.